Avec nos débatteurs ce matin, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, bonjour. Et Jackie Isabello, communicant, fondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. On va évidemment parler ce matin de ce fiasco en Mondiovision, la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France. Une réunion va débuter dans quelques minutes au ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Quelles leçons tirer de ce qui s'est passé? Comment se préparer justement pour les JO de 2024? On va en parler du foot encore et des incidents hier au stade Geoffroy-Guichard. Des supporters de Saint-Étienne ont envahi le terrain et jeté des fumigènes. 19 blessés, dont 2 joueurs d'Auxerre. Y a-t-il véritablement un problème avec le foot et ses supporters? Et puis le lancement de la campagne officielle des législatives. Mais d'abord, vos coups de gueule. On commence par vous, Geneviève? Oui, avec plaisir. Oui, moi je voulais faire un coup de gueule contre toutes ces règles qui en fait contribuent à contraindre le débat démocratique. Alors je vais mettre 2 choses en exergue. D'abord le devoir de réserve des ministres, qui finalement les empêche de s'exprimer sur la campagne électorale en cours et qui les empêche même d'effectuer des déplacements sur le terrain et de communiquer autour de leur action ministérielle, leur action gouvernementale. Donc c'est quand même assez baroque que les oppositions aient le droit de s'exprimer et de commenter des projets, mais que les principaux intéressés n'aient pas le droit de le faire pendant ces semaines de campagne électorale. Ça, c'est la première chose. Une atteinte à la démocratie, Sophie. Vous avez parfaitement raison. C'est nous qu'on prive de savoir ce qu'ils vont faire. Ah ben non, c'est rien, ils se taisent. Exactement. Ouais. Oh, là, ils étudient leur dossier, ils se préparent. Mais c'est pas pour les, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Mais c'est vrai que là, peut-être qu'Emmanuel Macron a voulu leur donner une chance de bien rentrer dans leur dossier. C'est la loi, hein. Oui, c'est la loi. Non, c'est non, la bien loi. sûr. Bon, et puis après, alors l'Arcom, c'est de plus en plus courtelinesque quand même. Là, aujourd'hui, quand vous êtes une chaîne de télévision et que vous voulez raconter ce qui se passe dans une circonscription, la manière dont vous devez à minima, dans votre sujet d'1 minute 50, 2 minutes, faire parler 5 candidats. 5 candidats à minima. Sachant que le 5e, potentiellement, obtiendra 1,5% des suffrages. Que si vous avez un nombre de candidats relativement limité, vous allez inviter le représentant du parti animaliste. Ce qui n'a absolument aucun sens. Donc tout ça est totalement courtelinesque et in fine, c'est vrai que l'objectif c'est de favoriser l'expression de différentes sensibilités, mais en fait vous apercevez que c'est l'inverse. Oui. Ça part sans doute d'une bonne intention, mais finalement on aboutit à complètement pervertir le débat démocratique. Votre coup de gueule, Michel Taube? Alors moi, d'abord, je salue ce choix parce que je pense que ces règles stupides d'un autre âge ont notamment contribué aux résultats de l'élection présidentielle, parce que dans le cadre de l'élection présidentielle elle-même, il y avait des contraintes absolument draconiennes et qui, à mon avis, ont biaisé le pluralisme du débat démocratique. Donc je pense effectivement il faudrait qu'il y ait un consensus politique pour évacuer toutes ces raisons et tout simplement faire confiance aux rédactions pour jouer la règle du pluralisme, parce que l'intérêt, à mon avis, d'une rédaction comme Sud Radio, CNews, BFM TV, c'est pas de donner la parole qu'eux-mêmes. Et donc, il faut aussi faire confiance à la déontologie. Bon, et puis on est l'époque ça, c'est mon côté libéral que je partage avec Sophie de Menton. Et les supports numériques sont pas du tout soumis à tout ça. Voilà, ce qui est absurde, parce qu'ils ont un poids de plus en plus important. Non, moi, je voulais juste dire, je sais plus combien il y en a eu depuis 1 an, mais il y a encore une personne qui est morte dans Paris, samedi soir. C'était pendant le match Real de Madrid Liverpool, qui s'est fait renverser par un chauffard qui avait commencé à voler sur les Champs-Élysées, qui a fait un délit de fuite, qui a voulu être contrôlé que la police a voulu contrôler et qui n'a pas obtempéré et qui en commençant sa course poursuite a fini sur le Pont-Neuf, donc au plein centre de Paris, en renversant un piéton qui est mort malheureusement. Après ce choc, il a tenté de fuir. Heureusement, il a été arrêté. Et voilà, c'est dramatique. On l'a vu il y a récemment avec le fils du grand chef Aleno, qui est mort dans des circonstances différentes, mais qui relève tout ce qu'on trouve à faire, c'est accuser la police qui est trop violente. Voilà, et voilà, et c'est dramatique. Et je pense que si des personnes comme ça peuvent commettre de tels des crimes, enfin peut-être qu'il ne sera pas jugé pour crime, mais enfin quelle tragédie, c'est
parce que souvent ce sont des récidivistes qui n'ont pas été soumis à une justice suffisamment ferme, et donc du coup ils récidivent, et alors je sais pas si lui est un récidiviste, mais voilà, enfin je voulais absolument dénoncer ce fait tragique. Dans le cas du fils Aleno, effectivement, on avait affaire à un récidiviste en état d'ébriété qui avait volé une voiture. Donc là, effectivement, on ne connaît pas dans le cas que vous citez le pédigré de la personne. C'est intéressant de constater que ça incite à une réflexion juridique. C'est-à-dire que si vous n'obtempérez pas, que vous fuyez, qu'on vous tire dessus, on met en examen le policier. Incroyable. Par contre, si on le laisse continuer de fuir, puisque fuyant, poursuivi par la police, il ne va pas se mettre à décélérer, hein, on est d'accord. Et donc ça, forcément, aboutit à la mort de quelqu'un. Juridiquement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut laisser les gens penser que c'est l'impunité qui s'installe et émettre des avis électoraux qui vont à l'encontre de ça et avoir des avis excessifs ? Ou alors se dire, celui qui est en charge est capable de mesurer la dangerosité de quelqu'un qui, appuyant sur l'accélérateur de quelque chose en métal qui fait plusieurs tonnes, si tant est que quelqu'un ait appris ce que ça voulait dire l'énergie cinétique un jour, eh bien ça va tuer une voire plusieurs personnes. Il y a eu des gamins, des mamans écrasés dans certaines banlieues par des chauffards qui fuyaient. Voilà. Donc il faut réfléchir à ça pour ne pas arriver à ça. Et de se dire, est-ce que si le flic tue, on lui dit t'es méchante, mais en examen, alors que peut-être qu'il a sauvé des vies, ou alors on le laisse aller jusqu'à écraser quelqu'un, parce qu'une voiture lancée à 100 à l'heure, ça finit forcément par tuer quelqu'un, ou alors sauf dans certains films de super-héros, mais nous ne vivons pas dans ce monde-là. C'est non seulement vrai, mais ce qui est plus grave, c'est que d'abord il faut soutenir la police aujourd'hui. On le voit dans tous les événements qu'on voit, il faut soutenir la police. On le verra tout à l'heure, la première chose qu'on a dite, c'est ils ont été très violents au foot. Il y avait des gaz lacrymogènes. Moi je regarde les policiers. Bon, les policiers. Parce qu'au niveau de la direction de la police, c'est parfois autre chose. Des policiers. Donc c'est évident, mais ce qu'il y a encore de plus grave, c'est que supposons qu'on arrête un malfaiteur, entre guillemets, on le met au commissariat, mais là, les policiers sont désespérés car il ne se passe plus rien. Le problème est chez les magistrats. Il faut des peines où immédiatement on puisse vous emprisonner, où il ne faut pas laisser sortir les récidivistes, etc. Donc il y a aujourd'hui un fossé fondamental entre la police qui est très découragée d'ailleurs, et puis qui est hostile et qui devient même violente, parce que quand on lui laisse rien faire, plus on critique la police qui se trouve agressée, plus elle pourra être violente. Et il y a ce fossé avec la justice, avec la magistrature, qui n'a pas du tout les peines appropriées. Alors sur la police, c'est quand même aussi une histoire de consigne, effectivement, et ils font ce qu'on leur demande de faire. Et je rebondis sur ce que disait Jackie, c'est le cas pour les rodéos, par exemple, où on leur demande de surtout pas risquer de provoquer un accident, et donc finalement, parfois de laisser faire. Et d'ailleurs, juste par rapport à ce que disait Jackie, ce drame s'est produit au même endroit que les deux policiers, qui ont justement qui ont tiré sur quelqu'un qui fuyait, qui ont été mis en examen pour homicide volontaire par un juge d'instruction. C'est passé au même endroit, mais là, d'après ce que j'ai lu sur la pauvre dame qui a été tuée, là, les policiers l'ont pourchassée donc du pont Neuf au pont du Châtelet, 500 mètres environ, et là, ils l'ont mis en joue. Et il allait rentrer dans un taxi, donc il avait continué sa fuite, et manifestement il a accepté de se rendre, mais ils l'ont mis en joue. Et effectivement, comme vous dites, Jackie, imaginons que la police soit contrainte de tirer sur lui, et ben c'est les policiers qui se seraient retrouvés peut-être accusés, alors que ce bonhomme avait déjà tué quelqu'un, avait traversé la moitié de Paris, et voilà. On va marquer la pause et puis on continuera avec vos coups de gueule. Il n'y a que des coups de gueule ce matin. On revient après les infos de 11h. Avec nos débatteurs ce matin, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et Jackie Isabello, communicant et fondateur de l'agence Coriolink. Sophie de Menton, c'est votre tour pour un coup de gueule. Un coup de gueule. D'abord, je voudrais commencer par un coup de cœur en disant que je souhaite avec retard une bonne fête à toutes les mères de France, à toutes les mamans, c'était hier, et j'ai été outrée.
parce que j'ai vu dans le journal que plusieurs que c'était fini à l'école. Les professeurs trouvaient que c'était discriminant de souhaiter bonne fête à sa maman. Les colliers de nouilles, tout ça, non, on pourra éventuellement continuer le collier de nouilles, mais ce sera la fête des gens qu'on aime. Et je pense que c'est un wokisme latent. C'est-à-dire que ne peuvent être... on a une peur panique de la discrimination. On ne veut plus garder les statuts. Quel qu'il soit, parce que tout d'un coup, oui, c'est alors la discrimination, on imagine, c'est vrai, les enfants qui ont perdu leur maman, c'est horrible, et ben oui, c'est un jour où ils s'en souviendront peut-être. Il y a ceux, alors là, on est parti dans, mais qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a deux papas, il y a deux papas, mais il y en a un qu'on appelle maman quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les yel, il y a les, alors, je veux dire que stop. Et j'ai trouvé que c'était très violent, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions là-dessus. C'est les professeurs eux-mêmes qui ont entretenu cette superbe idée de la fête des gens qu'on aime. Et je crois que c'est bien plus grave qu'on ne l'imagine, car on perd des socles et on perd des repères. Les enfants, bah oui, il y a un papa et une maman. Et pardonnez-moi, tous ceux qui nous écoutent et qui pensent que c'est pas vrai, je suis convaincue qu'il faut garder cette différence et que les enfants en ont besoin. Et la fête des gens qu'on aime, ça devrait être tous les jours. Absolument. Voilà. Ce serait beaucoup mieux. Il y a plus de fête des pères aussi dans ce cas-là. Oui, alors on pourrait faire la fête des parents. Ah non. 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 Bon, même quand on se souvient la fête des mères, de savoir que finalement on finit quand même par un peu lui couper la tête, c'est peut-être pas mal non plus, parce que rappelons à nos, oh, ça y est, là, ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un coup de politiquement correct sur Pétain. Eh ben, ce n'est pas vrai, c'est pas Pétain qui l'a inventé. C'est vous qui l'avez dit, chère Sophie. Non, mais, non. C'est Pétain qui l'a du tout mis à l'honneur de manière. De Vichy qui a oui, mais j'ai vérifié. De manière ostentatoire, comme il il paraît que c'était antérieur. Il l'a mis en valeur, mais c'était antérieur à ça. Et puis ensuite, quand Pétain a dit que le ciel était bleu, et le courage était une vertu. Voilà. Non, mais voilà, mais il y a toujours une bonne raison. Jackie, c'est pas bien ça. Non, et puis la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, c'est aussi du gros business. Faut pas s'en cacher. Mieux, hein, on fait des cadeaux, tant mieux. Tout le monde est content. Jackie, votre coup de cœur, c'est un petit coup de griffe, c'est un petit coup de griffe. Non, écoutez, ce matin, dans l'éminent journal Le Figaro, il y a un chef d'entreprise, monsieur Le Garret-Tremblay, qui fait une tribune en disant « Seuls les patrons français et québécois estiment ringard d'utiliser leur langue ». Et donc, toute une démonstration pour expliquer qu'on donne trop de noms anglo-saxons à nos entreprises. Et il prend un exemple. Il dit « Regardez, Samsung ». C'est du coréen, Sam ça veut dire 3, Sung ça veut dire étoile. Et là ma fille arrive, elle prend des cours de coréen, je lui dis tu vois ma chérie, machin. Elle me dit mais attends Sam ça veut pas du tout dire 3. Elle me dit 3 en coréen c'est 7. Alors 7 S-E-T, pardon, parce que sinon ça va être on prend sûr. Le nôtre et le vôtre. Et donc je cherche et effectivement, eh bien le Sam c'est les cardinaux en sino-coréen. C'est-à-dire que l'influence de la civilisation chinoise a été telle en Corée que le groupe Samsung, qui est un groupe mondial, a décidé d'utiliser un cardinal sino-coréen et non pas coréen, parce que le coréen, c'est bien 7. Et donc, en fait, ce chef d'entreprise, en dénonçant le franglais, finalement, un peu par cuisme, il m'étonnera. Il s'est trompé et c'est un peu du... Oui, mais vous savez, quand on utilise la culture à mauvais escient, ça s'appelle du cuistre. Et c'est dommage que ce soit dans un journal aussi prestigieux que Le Figaro, qui fait toujours attention. Qui n'a pas contrôlé l'information. Cela dit, c'était très subtil ce que vous avez dit. Donc c'était un coup de gueule, mais qui était plutôt un coup de griffe pour me moquer, parce que c'est le premier lundi après un joli... Oui, mais voilà, je voulais faire partager nos auditeurs et nos auditrices. Et donc c'est un chef d'entreprise qui voudrait assister en disant que le franglais est une catastrophe. My Little French Bank, c'était la banque postale. Je veux dire, il y a un moment... ça dans la pub, il y en a partout de l'anglais. Mais partout. Et il y a un moment, je pense... Alors, moi, en plus, ce que j'aimerais, c'est que ça incite les enfants et les gens à parler anglais, ce qui n'est pas le cas. Mais en revanche, le franglais, on est très très bon. Et je trouve que dans les entreprises, on devrait faire un effort. On fait un débrief, on fait un
call, on a un meeting point. Je veux dire, stop. Mais la faute à qui, Sophie? La faute à qui? Vous travaillez avec des jeunes Allemands, des jeunes Hollandais, ce qui a été mon cas. À 10 ans, vous pouvez leur parler anglais, ils comprennent. C'est ce que je disais. En France, à part les jeunes enfants qui ont la chance par leurs parents de pouvoir aller à l'étranger, ça n'est pas possible. Tout à l'heure, on parlait des médias. Oui, mais quel est le rapport? Vous allez voir où je veux en venir. C'est très simple. Comment on fait en sorte que la jeune génération parle anglais? Vous savez comment on les appelle, les profs? Ces gamins qui apprennent une langue sans professeur, ils les appellent la génération Netflix. Un truc simple, vous faites comme en Allemagne, je termine comme en Hollande, vous obligez la VO de tous les films pour que les gamins qui n'ont pas beaucoup d'argent, quand ils voient un Avenger, ils le voient in English and not in French. Et comme ça, vous allez voir qu'ils vont à s'amuser. Oui, Jackie, moi, ma fille, elle a commencé à apprendre le coréen parce qu'elle a vu des dramas coréens. Elle s'est dit, j'adore cette langue. Elle l'a mis en coréen et elle a commencé à apprendre le coréen. Sauf que tout le monde ne peut pas faire ça. Et ben, si on faisait ça, voilà. Alors, je suis d'accord, c'est une calamité, mais c'est une calamité à partir du moment où, comme ce chef d'entreprise, c'est du cuirsme. C'est-à-dire qu'on fait semblant de parler anglais et qu'on est incapable de parler anglais ou de travailler en anglais. Il faut aider les gamins à devenir complètement bilingues. Et ben, faisons en sorte qu'on interdise les films en version C'est deux choses complètement différentes. Non, c'est pas différent. Si. Eh bien, vous voyez, les jeunes Hollandais et les jeunes Allemands, ils apprennent l'anglais parce que les films sont tous en VO. Vous confisquez la parole. Oui, entre pervertir sa propre langue avec une espèce de bouilli-boulga, du français, de l'anglais mélangé, et ce que vous dites qui est très juste, obligé, encore que moi je suis contre les obligations par principe. Déjà, voilà, faut pas que chacun fasse ce qu'il veut, mais qu'il y ait une incitation peut-être à regarder les films dans leur langue originale. D'abord, c'est beaucoup plus agréable. On est d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le franglais, qui est finalement défigurer sa propre langue. Michel, deux choses. D'abord, c'est un chef d'entreprise québécois. Moi, je salue nos amis québécois. Je suis sûr qu'ils sont nombreux à écouter Sud Radio. Le Québec, c'est le petit village gaulois dans un océan anglo-saxon. Et nos amis québécois sont quand même très souvent beaucoup plus attachés au respect de la langue française. Dans toutes les organisations francophones dans le monde, souvent, ils nous donnent des c'est même leçons obligatoire de français. Carrément pour les titres de films, donc, ça, les c'est la première enseignes. chose. Et la deuxième chose, c'est une très bonne idée, Jackie, cette idée de mettre tous les films en VO. Il y a juste un tout petit problème. Et je l'ai testé parce que ma fille a 12 ans depuis 2 jours. Je l'ai testé sur certains enfants de sa classe. C'est que quand vous mettez les films en VO, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à lire. Eh ben, ça va les français. inciter. Non, mais ils arrivent pas. Ils ne veulent pas faire l'effort. Ça va durer 2 jours. Moi, je l'ai vu avec mon fils qui détestait ça. Il y a cette limite. Tu le regardes et aujourd'hui, il sait lire, il sait lire mieux. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de nos enfants ne sont pas assez bons en français pour pouvoir lire en VO un film où tout va très vite et où les scènes s'enchaînent. C'est une légende, le Québec. Moi, j'ai des clients québécois. Le seul endroit où l'anglais n'a pas encore traversé, c'est la ville de Québec. Oui, alors je travaille avec eux depuis des années. Si vous allez à Montréal, il y a de moins en moins de gens qui parlent français. Le Québec est en train de s'internationaliser, de s'angliciser comme la France. On va pas ouvrir ce débat-là parce qu'il est beaucoup trop important. Je fais partie de ceux qui pensent que le vin français ne sera pas travesti parce qu'il y a du vin californien. La culture de la langue française ne sera pas travestie parce qu'elle s'ouvre au monde anglo-saxon. Là, tu complexifies. Voilà. Non, mais c'est deux choses complètement différentes. Mais si le travesti... voyez, on ouvre un débat, on va pas l'ouvrir parce que ça va être intarissable, on fera une émission. Mais c'est pas parce qu'on parle un peu anglais qu'on va faire disparaître une culture française. On peut avoir c'est parce qu'on n'apprend pas aux gamins à parler anglais. Qu'en pensent les supporters de Liverpool? Qu'en pensent les supporters de Liverpool? On va lasser nos auditeurs. Allez, on va... C'est clair. On va passer à mon coup de gueule, qui se double d'un coup de cœur. Coup de gueule pour le gouverneur de Floride, il s'appelle Ron DeSantis. Il a été élu en 2018 avec le soutien très appuyé de la NRA, le lobby des armes. On le présente comme un disciple de Donald Trump et il pourrait bien d'ailleurs se lancer dans la campagne pour l'investiture républicaine en 2024. Et alors, une de ses marottes, c'est de mener la vie dure aux LGBT. Il a donc fait voter une loi qui interdira, à partir du 1er juillet officiellement, d'aborder les questions d'identité de genre
et d'orientation sexuelle dans toutes les écoles de l'État. La loi en question a été rebaptisée Don't Say Gay, ne dites pas gay. Et j'en viens à mon coup de cœur pour ce lycéen de Floride qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. Il s'appelle Zander Moritz, il a 18 ans, il est gay, il est aussi président de sa classe et comme il devait prononcer un discours pour la remise des diplômes, la direction du lycée lui a indiqué que s'il parlait des LGBT, s'il disait le mot gay, on lui couperait le micro. Zander ne s'est pas démonté. Écoutez le début de son speech. That is why I must discuss a very public part of my identity. This characteristic has probably become the first thing you think of when you think of me as a human being. As you know, I have curly hair. Là, pour le coup, c'était vraiment de l'anglais. Traduisons, je vais parler d'une des caractéristiques qui font partie de mon identité. C'est probablement la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à moi. Comme vous le savez tous, j'ai les cheveux bouclés. C'est mignon. Et Zander Moritz a donc filé la métaphore en parlant de ses boucles, que c'était pas facile d'être frisé, surtout avec le temps en Floride, qu'il fallait soutenir les gens qui sont frisés parce que c'est quand même une existence un peu compliquée. Voilà, c'était mon petit coup de cœur, coup de chapeau. J'ai trouvé ça malin et courageux. C'est malin, mais il y a un mais. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que je trouve vraiment que j'estime qu'avant, en tout cas, un certain âge, on n'est pas à aborder en classe, comme ça a été fait dans des pays nordiques. Tu veux être un petit garçon ou une petite fille? On leur donnait le choix avec des prénoms neutres. Et je pense qu'il y a des dommages terribles en ce moment qui sont causés par des enfants qui, fragiles avant la puberté ou au moment de la puberté, ont envie de changer de sexe. C'est devenu une mode. Il y a eu des psychiatres et des psychologues. C'est devenu une mode. Et c'est très très grave. Ils ont des chiffres ahurissants. Et maintenant, on commence à voir les enfants qui ont changé de genre et qui veulent revenir à leur genre antérieur. Et je trouve que il faut laisser les parents gérer ça et que l'école n'a pas à se mêler de ça. Mais on voit aussi des collégiens et des lycéens qui sont en souffrance, voire qui se suicident pour certains. Donc peut-être que... Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'école. Et j'aimerais compléter le propos parce qu'il y a une autre information qui est directement liée à celle-ci, c'est que le même gouverneur, il y a un mois et demi... Ron DeSantis, en Floride. Il y a un mois et demi, le PDG du groupe Disney World, tous les enfants connaissent, s'est exprimé contre ce projet de loi du gouverneur, publiquement. Il a dit, moi, à titre personnel, je suis choqué par cette stigmatisation de la communauté gay. Et bien, vous savez ce qu'il a fait, le gouverneur DeSantis? Il a fait passer, il y a 15 jours, le vendredi 22 avril, une loi qui entrera en vigueur en juin 2023, qui supprime tous les avantages fiscaux du parc d'attractions de Disney World en Floride. C'est-à-dire que ce débat dont vous parlez a des conséquences économiques majeures. Il concerne l'école, il concerne la société américaine, mais il concerne aussi le business aux États-Unis, qui est le pays où l'argent est roi. Eh ben non. Les enjeux de valeur prennent le dessus sur les questions d'argent et Disney World, qui avait d'énormes avantages fiscaux. Disney World, c'est Euro Disney en 10 fois plus gros, c'est monstrueux. Et ben, ils n'auront plus une série d'avantages fiscaux que l'État de Floride leur accordait parce que le même gouverneur est rentré en guerre contre le PDG de Disney World qui était en désaccord sur ces questions de valeur. Disney avait annoncé que 50% de leur programme et de leurs dessins animés seraient maintenant complètement transgenres. Et Blanche-Neige ne peut plus être réveillée par un baiser car Blanche-Neige, Disney World, parce que le baiser est non consenti. Le prince charmant ne peut pas réveiller Blanche-Neige, le baiser est non consenti. On marche sur la tête. Il y a quand même des débats en ce moment aux États-Unis, alors sur les questions de genre, sur l'avortement, évidemment, puisque on suppose que la Cour suprême va revenir sur l'arrêt Roe v. Wade prochainement. Le débat sur les armes à feu. Accessoirement, je signale que Donald Trump a fait son très grand retour ce week-end, puisqu'il était au congrès de la NRA pour dire qu'il fallait laisser tous les Américains porter une arme cachée, y compris cachée. Voilà. Et Donald Trump, d'ailleurs, qui pourrait bien à nouveau être candidat lui aussi en 2024, revenir à la Maison Blanche. Jacques Attali a fait une très bonne tribune vendredi dans les Échos en disant que ça serait peut-être pas si idiot qu'on réfléchisse à cette éventualité d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche et que ça aurait peut-être quelques conséquences pour nous et notamment pour nous en Europe face à tous les défis. Il y a les élections de midterm au mois de novembre aussi. Bon, on marque une petite pause et puis on revient pour parler de ce qui s'est
s'est passé samedi soir au Stade de France, ce fiasco en Mondovision. Vos débats sur Sud Radio avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale, et Jackie Isabello, communicant et fondateur de l'agence Coriolink. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Chaos à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, des supporters bloqués à l'entrée du stade, d'autres qui escaladaient les barrières, les forces de l'ordre totalement dépassées, qui ont fait usage de gaz lacrymogène, plus d'une centaine d'interpellations, des supporters également agressés et détroussés. Le match qui a commencé avec plus d'une demi-heure de retard, alors que certains supporters qui étaient munis de billets étaient toujours coincés à l'extérieur. Ils ont fini par rentrer à la fin de la première mi-temps. C'était le stade de la farce, a titré le quotidien anglais The Sun, absolument. Bon, de son côté, Gérald Darmanin qui a tweeté samedi soir en disant que tout ça c'était la faute des supporters britanniques munis de faux billets, que c'était eux qui étaient à l'origine de ce fiasco. On ne l'a plus entendu depuis, Gérald Darmanin. Alors il doit participer là en ce moment à une réunion au ministère des Sports pour essayer de tirer les enseignements de ce qui s'est passé, identifier les dysfonctionnements. Bon, à votre avis, sur ce triste week-end pour le foot, il y a des dysfonctionnements partout. alors quels sont les dysfonctionnements? Ils sont sans doute multiples. Il y en a plein. Mais partout. Au Il y en a plein. Geneviève. Il y a un problème d'anticipation, manifestement. Il y a un problème de contrôle. Il y a un problème de nombre de personnel. Ces fameux stadistes qui sont, lors du premier filtrage, qui sont en nombre inférieur à ce qu'ils devraient être. Et puis aujourd'hui, il y a surtout, en termes d'image, quelque chose de catastrophique pour notre pays. Les responsabilités, elles vont être évaluées sans doute, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique de sembler renvoyer la responsabilité sur les supporters anglais. Bon, voilà, il y a le problème des faux billets, on ne peut pas le nier, mais ça ne peut pas tout expliquer. Ça n'explique absolument. Puis il y a toujours eu des faux billets. On s'est battu pour avoir cette finale en France. Elle devait être en Russie au départ. Hein. Vous vous en souvenez, on s'est battu pour l'avoir. Alors est-ce qu'on a eu trop peu de temps pour la préparer? On a eu 3 mois. Sans doute aussi. Hein. On est à 1 an de la Coupe du Monde de rugby en France. Bon, 2 ans on des est JO. à 2 ans des JO et on donne le sentiment que la France est aujourd'hui incapable, en fait, de manière technique, de manière opérationnelle, de gérer ce type de grandes manifestations. Est-ce qu'on donne le sentiment ou est-ce que c'est vrai? On renvoie l'image d'un pays qui est incapable de... Mais on renvoie une image qui malheureusement est vraie. Oui. Je pense qu'il y a tous les problèmes qui sont liés et je trouve ça extraordinaire. Là, on parle de la réunion de débriefing. On ferait bien de la faire avant, la réunion de débriefing. Ensuite de ça... Il fallait déjà la faire le soir même ou le lendemain matin, une première réunion. Même auparavant, en disant, bon, qu'est-ce qui se passe? Les faux billets, on en parle sans rejeter la faute là-dessus. Parce que ce qu'on oublie, c'est que hier soir, il y a encore eu des problèmes terribles de sécurité. Ce qu'on oublie aussi, moi j'étais fascinée, je voyais, c'est un dépôt d'ordures, les alentours et partout, et les parcs, etc. Il y a tout simplement aussi, je regardais, il n'y a pas de poubelle. Quand on a un match comme ça a l'air bête, mais tout est lié. C'est-à-dire que la dégradation entraîne la violence, qui entraîne la dégradation. Alors il y a effectivement la fan zone qui était cours de Vincennes à Paris. On a retrouvé les lieux dans un état épouvantable le lendemain matin. C'est un problème avec les supporters de foot? D'abord, alors, moi, je dis que les gens, même à Paris, je suis désolée, on peut critiquer Anne Hidalgo, je suis la première à le faire. Quand je vois ma rue qui a été nettoyée, et le lendemain matin, le lendemain d'un samedi, le dimanche matin, c'est un dépotoir, il faut faire comme la ville de Cannes. Je salue David Lisnard, il n'y a pas un mégot par terre. Festival de Cannes, il n'y a pas 2 millions d'habitants à Cannes. Incroyable. Et 11 millions autour, quoi. Oui. Non, mais je veux dire, c'est plus facile de gérer Cannes que Paris, quand même. Oui, enfin, au niveau de la propreté, on fait n'importe quoi, on a 120 € d'amende. C'est marqué partout. Ça, c'est pareil en Suisse. Par rapport à ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France, quels enseignements on tire? Parce qu'effectivement, la question, c'est de réussir à organiser les Jeux Olympiques et puis la Coupe du Monde de rugby l'an prochain. J'aimerais citer une institution qui, je trouve, est étrangement peu citée dans cette affaire. C'est la Fédération française de football et son président Noël Le Graët. Parce que c'est la Fédération française de football qui a été chargée par délégation de l'UEFA d'organiser toute la sécurité et l'ouverture des portes et la vérification des billets
pendant l'événement. Or, depuis 48 heures, on n'en parle pas. Moi, je n'ai pas entendu Noël Le Graët depuis 48 heures et j'aimerais bien l'entendre parce que je pense que là où il y a déjà eu un très gros dysfonctionnement, c'est au niveau de l'évaluation du nombre de stadiers qu'il fallait avoir pour pouvoir gérer les flux de football. La deuxième chose, je trouve extrêmement grave qu'effectivement le ministre de l'Intérieur ait tout de suite attaqué les Britanniques. Enfin, quand même, Liverpool et Madrid, ce sont deux très grands clubs de foot qui ont l'habitude d'aller à des finales de Ligue des Champions. Liverpool, enfin, on ne va pas redire il y a le COP de Liverpool, il y a une ambiance particulière. Alors certes, il y a beaucoup de dégradation sur place, mais il n'y a pas eu de violence dans le quartier de Vincennes le soir du match. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de violence. Donc si vous voulez, il y avait 45 000 personnes à Vincennes. D'ailleurs, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés dans ce match. Donc je trouve de s'en prendre... Il y a eu quand même des violences à la fin. Les CRS ont dispersé quand même autour de la fan zone. C'était pas dramatique comme ça s'est passé au Stade de France. Et puis après, il y a eu ce blanc, alors que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques a commencé un tout petit peu à rectifier. C'est que tous les témoignages montrent que ce qui s'est surtout passé, c'est pas des supporters anglais qui ont voulu rentrer dans le stade sans billet. Eux, ils étaient à Vincennes. C'était des habitants de Seine-Saint-Denis, de quartiers voisins. Et là, moi, j'aimerais redire une chose. Il y a 20 ou 30 ans, on a décidé, je crois que c'était sous Lionel Jospin, Premier ministre, d'investir et de construire des infrastructures sportives, à commencer par le Stade de France, à Saint-Denis. C'est-à-dire justement de miser sur le lien social et la mise en valeur de ce territoire, pour certains perdus de la République, et pour d'autres qui est l'Eldorado et la Californie de demain, dixit Emmanuel Macron. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit 20, 30, 40 ans après ? C'est qu'on voit des jeunes de ces quartiers qui vont vouloir aller dans un match auquel ils n'ont pas de place. Moi, je trouve que c'est le symptôme, la preuve d'un fiasco complet au niveau même de l'échelle sociale, au niveau du lien social, qui était le motif pour lequel on avait fait de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis un des grands territoires. Les Jeux Olympiques vont beaucoup se passer là-bas. Alors, est-ce que les habitants des quartiers voisins vont venir bousiller les Jeux Olympiques parce qu'ils n'auront pas de place ? Ce fiasco est évidemment multifactoriel. On en reparle juste après la pub. C'est la France qui est avec Sophie de Menton, Geneviève Götzinger, Michel Taube et Jackie Isabello. Un fiasco, donc, la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France. Ça a été une humiliation pour la France à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris. Comment imaginer que Paris puisse accueillir donc en 2024 près de 10 millions de visiteurs aux Jeux Olympiques, c'est un peu tout le sujet. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, réunit en ce moment à son ministère toutes les parties prenantes, l'UEFA, la FFF, la préfecture de police de Paris, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la mairie de Seine-Saint-Denis, pour essayer de tirer les enseignements, de cerner les dysfonctionnements. Le préfet de Paris, Didier Lallement, expliquait lui que c'était la faute aux supporters britanniques, supporters de Liverpool, qui étaient venus sans faux billets. Mais enfin, quand le préfet de police de Paris dit qu'il y avait 30 à 40 000 supporters de Liverpool venus jusqu'au Stade de France sans billets ou avec des faux billets, le chiffre paraît un poil excessif. Il est vérifiable de toute façon, parce que ils sont passés. Mais comme toujours, quand il y a des crises comme ça, les causes sont évidemment plurifactorielles. On peut rajouter à ça le fait que la RATP a fait une grève alors que c'est le moyen de transport privilégié pour acheminer tout un tas de la RATP grève sur la ligne B du RER. La RATP n'est pas invitée à la réunion ce matin au ministère des Sports, ça n'aurait pas été débile. Sans doute, ils doivent sans doute y être peut-être d'une certaine manière. Pas rajouter à tout ce qui a été dit que je partage, juste partager une réflexion avec vous, parce que nous, il se trouve qu'on travaille avec certains des opérateurs qui sont représentés. Depuis plusieurs mois, sont menées les négociations entre les sociétés de sécurité privées et le ministère de l'Intérieur et les pouvoirs publics pour dire voilà, on va accueillir la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. On va devoir recruter 30 à 40 000 stadiers. Ce qui est un nombre considérable. Et l'État dit voilà l'enveloppe. Depuis 6 mois à 1 an, les sociétés de sécurité privées, représentées par leurs syndicats, disent vos enveloppes sont
irréaliste. Et il se trouve que il y a plusieurs années, ils avaient émis un document en disant attention que les Jeux Olympiques de 2024 ne soit pas le Munich des années 70 où il y avait eu des attentats. C'est-à-dire parce que les négociations entre les groupes de sécurité et les pouvoirs publics ont démarré au moment où il y avait des attentats. Donc ils ont dit il faut vraiment que vous donniez les moyens à ces agents de sécurité privés dont on doit vérifier le background, c'est-à-dire le profil qu'on doit recruter, qu'on doit intéresser, qu'on doit former. On ne peut pas recruter à une époque en ce moment. Où pour l'instant tout un tas de jobs connaissent ce qu'on appelle la grande démission, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont changé de métier et les stadiers, les agents de sécurité privée en font partie. Ça fait 1 an qu'ils se battent avec le ministère de l'Intérieur pour leur dire si vous ne réglez pas ce problème de budget, on aura des problèmes de sécurité à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques. Et donc espérons, parce qu'il n'y a pas eu de mort samedi dernier, que l'État prendra conscience qu'ils ont un vrai problème de sécurité et qu'il faut le régler. C'est exact. C'est d'autant plus exact que en tous les chefs d'entreprise, personne aujourd'hui n'arrive à recruter, qu'on arrête de me dire qu'il va y avoir le plein emploi. Je ne voudrais pas qu'il y ait le plein emploi puisqu'on n'arrive pas à recruter déjà. Et les restaurateurs, les coiffeurs, les artisans, les métiers de service, etc. Donc c'est tout à fait juste. Le seul problème, Jackie, que vous indiquez, c'est que l'État distribue des chèques toute la journée. La première chose qu'a fait le nouveau gouvernement, il a promis un chèque alimentation. Alors évidemment, on est monstrueux quand on s'élève contre un chèque alimentation, mais ça va être après, je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça. L'État est ruiné. Donc, il va falloir payer bien les gens qu'on va recruter pour la sécurité, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, et on n'en a pas les moyens. C'est actuellement une situation... Je suis complètement d'accord avec vous. C'est de dire quelles sont les missions régaliennes et constitutionnelles de l'État. La sécurité en fait partie. Le pouvoir d'achat, pas forcément. Effectivement, c'est une vraie question. Après, électoralement, eux, ils ont décidé de trancher comme ça, ce qui n'est pas forcément bien sûr. Mais la sécurité de nos gamins, regardez la photo de ce jeune avec son papa coincé contre les grilles, ce jeune Anglais qui est terrorisé. L'État, c'est la sécurité. La police, la gendarmerie, l'armée, ils sont arc-boutés là-dessus. Et en plus, ils sont très pro. Revenons à ce qui s'est passé samedi soir. Donc il ne faut pas trancher avec ça. Revenons à ce qui s'est passé samedi soir. Les missions régaliennes de l'État, ça peut vouloir dire sous-traiter au privé pour la sécurité. Bien sûr. Oui, bien sûr. Peut-être faut-il effectivement... Mais c'est obligatoire. Le stade est une concession qui, à certains endroits, appartient à la gestion privée. Donc ce sera une mission régalienne, mais c'est une mission régalienne qui est évidemment partagée, comme elle l'est dans les aéroports, comme elle l'est. Et donc il faut que là, ce soit une alerte de quelque chose qui est impérativement à faire évoluer. Alors, le Stade de France, il est où il est en Seine-Saint-Denis. Sur les réseaux sociaux, François nous dit que ce ne sera pas possible de jouer la Coupe du Monde de rugby ou les Jeux Olympiques parce que de toute façon, ce sont les racailles qui ont causé les problèmes samedi soir. C'est d'ailleurs ce que dit le Rassemblement National à travers la voix de Jordan Bardella. Il accuse les racailles de Seine-Saint-Denis. Pardon, il y a une récupération politique. Attendez, pour donner les deux sons de cloche, donc le Rassemblement National accuse les racailles de Seine-Saint-Denis, la France Insoumise accuse les méthodes policières, voilà, et le ministre de l'Intérieur dit que c'est les supporters de Liverpool. Donc on est bien. Bon, Michel Taube. Moi, ce qui m'a quand même étonné, c'est que nos amis britanniques, parce que encore une fois, moi, je salue le peuple britannique et le peuple madrilène, qui sont des fanatiques de foot et qui en même temps n'ont pas les problèmes de sécurité que l'on a dans nos stades. Ils les ont eu à une époque, mais les autorités ont fait le ménage. Ils ont vraiment fait le ménage. Parce que si on parle 30 secondes de Saint-Étienne, ce qui est incroyable à Saint-Étienne, c'est que dimanche, là, il y a eu de graves violences. Et vous savez que là, il y avait une des tribunes qui était interdite, qui était fermée parce qu'il y avait eu d'autres violences les semaines passées. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé la tribune, mais ils ont autorisé les membres des tribunes d'aller dans d'autres tribunes du stade. Donc, si vous voulez, ils ont sanctionné les chaises. Et ils n'ont pas sanctionné les personnes qui assises sur les chaises avaient commis des violences. Donc on les avait dans le stade et résultat ils ont envahi le terrain, etc. C'est absolument lamentable. Non, moi ce que je veux dire, c'est que j'étais impressionné. Je dois le dire, et pourtant moi je défends la police, les policiers. Je pense que la France souffre d'un déficit d'autorité, de respect de l'ordre. Mais j'étais impressionné par les réactions de nos amis britanniques qui ont trouvé la police d'une violence qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en Angleterre. Les bobines ne sont pas armées. Et je dois le reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, on est piégé
On est victime au niveau de l'image de la France dans le monde à tous les niveaux. On est victime au niveau sportif, on est victime au niveau de la conception qu'on a de l'ordre, on est victime aussi de l'accueil. Vous savez que 98% des hôtels de la région parisienne étaient occupés pendant ce week-end à cause de ce grand match qui a fait venir énormément de monde. Mais il y a eu des surenchères sur les prix hôteliers qui ont été fortement dénoncés par les Madrilènes et les Anglais. Donc, si vous voulez, par tous les bouts de la lorgnette que l'on prenne cette affaire, la France juste pour subit une claque. Et je termine, il y avait 450 millions de personnes dans le monde qui regardaient le match samedi soir. Mais 450 millions, c'est un événement planétaire. Est-ce que ça va peut-être paraître anecdotique, mais est-ce qu'on ne devrait pas présenter des excuses aux supporters de Liverpool? Bien sûr que aux Espagnols à ceux qui n'ont pas pu rentrer, à ceux qui se sont fait voler leurs affaires, leurs portables, etc. Ceux qui sont pris des gaz lacrymogènes. Il faut se poser la question, et je reprends ce que disait Michel. Des gaz lacrymogènes. Il y a dans la presse ce matin le témoignage d'un journaliste britannique qui s'est pris 5 rafales de gaz lacrymogène quand même dans la soirée. Oui, mais les policiers, il faut les laisser en dehors de tout ça. Alors, Michel a dit juste un truc intéressant auquel je voudrais rebondir, c'est de dire l'UEFA là-dedans. L'UEFA, parce que la question que les spécialistes se posent, c'est de dire, c'était un match avec des Anglais, mais avec des Espagnols aussi. Oui. Il n'y a pas eu de problème avec les Espagnols. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, les spécialistes... C'est pas le même système de ticketing. Je termine juste. Qu'est-ce que vous disent les spécialistes? Ils disent oui, mais les Anglais, on demandait à ce qu'on puisse imprimer les badges, pas les Espagnols. Oui. Et donc, ça veut dire que imprimer les billets, ça a permis d'avoir énormément de faux billets. Oui, mais dans une catastrophe, il n'y a pas un seul truc. Et donc, ça veut dire que voilà. Donc, c'est pas la faute des policiers qui ont le problème des faux billets, d'abord, c'est pas un truc nouveau, ça a toujours existé. Effectivement, il y en a eu plus côté anglais parce qu'ils avaient la possibilité d'imprimer, alors que les Madrilènes devaient utiliser l'application. Je vous cite juste le témoignage d'un supporter anglais. Il n'y avait aucune indication depuis la gare jusqu'au Stade de France. Personne ne vérifiait les tickets à la porte. Sur 10 tourniquets, un seul fonctionnait. C'est très mal organisé par l'Union européenne de football. Ils auraient dû faire venir la police de Liverpool. Eux, ils savent comment gérer des supporters et organiser un match. Voilà. Donc il n'y a pas que le problème des faux billets. Tout était mal organisé, y compris à cause de la grève. C'est Noël Le Graët qui est responsable. Et moi, ce qui m'aussi, ce qui me scandalise, on les a pas entendus. Ce qui me scandalise aussi, c'est, vous allez voir, il va y avoir aucune sanction. Vous allez voir, il va y avoir aucune sanction. Alors que les dommages sont considérables. Non, mais le problème, c'est pas tant les sanctions que de trouver des solutions pour que ça se passe mieux les prochaines fois. Parce qu'à force de ne pas mettre les gens face à leurs responsabilités, il y a une sorte d'impunité qui s'installe au niveau de la direction et des hautes sommités des administrations. Mais la Fédération française de football, la préfecture de police, la RATP, la préfecture de police, c'est pas facile. C'est l'État, c'est voilà. Et c'est aussi le manque de coordination entre tous les acteurs. Moi, je parie, comme souvent. La France, pardonnez-moi, ne fonctionne pas. Il y a actuellement une querelle. Vous savez, il y a actuellement une querelle sur l'avenir des Champs-Élysées. Ouais. Comment va-t-on redessiner les Champs-Élysées? Mais c'est impossible, puisque ni la ville de Paris, ni la région et l'État n'arrivent à travailler ensemble. Il n'y a pas de coordination, c'est dramatique. En France, il n'y a plus de coordination entre les différentes administrations, et du coup, on arrive à des situations délicates comme ça qui s'est passé au Stade de France. On se pose souvent la question, est-ce que c'est normal ? On connaît des professions où c'est interdit de faire la grève à certains moments. Les policiers, les pompiers, dans certains hôpitaux. Et bien là, est-ce que c'est raisonnable quand on accueille la finale de la Ligue des Champions de permettre une grève sur le premier moyen de transport? Alors à la fin, c'est toujours la police qui s'en prend plein la gueule parce qu'elle est au contact et qu'elle doit à un moment montrer un petit peu les muscles. Geneviève, ne sont pas que là. Facile, disait Geneviève. C'est pas faux. Laissons la parole à Geneviève. Non, oui, je disais juste qu'elle avait une gaz lacrymogène facile. Mais qu'in fine, parce qu'on va peut-être parler un peu des législatives quand même. Oui, alors c'est le lancement de la campagne officielle aujourd'hui. On va terminer sur ce sujet. Effectivement, vous le dites, il y a des gens qui ont pris des gaz lacrymogènes en pleine figure et qui n'étaient pas du tout... Et qui étaient pour rien des enfants qui ont été terrifiés. Des enfants. In fine, on donne l'image d'un pays qui n'est pas capable, qui n'est pas au niveau. Voilà. Donc et puis ce système de contrôle, on a quasiment nassé les gens à la sortie du RER D parce que le RER B ne fonctionnait pas. Absolument.
Absolument, oui. Effectivement, il y a quand même des questions à poser au préfet de police de Paris qui avait... Moi, j'espère qu'effectivement les responsabilités, j'espère une seule chose, c'est que les responsabilités vont être clairement identifiées et qu'il y aura des sanctions, parce que ça serait la seule manière de laver un peu cette image désastreuse qu'on a donnée. Quelle commission d'enquête parlementaire? Commission d'enquête parlementaire. Certains on demande une commission d'enquête parlementaire. On est passé pour des abrutis avant 500 millions de personnes. C'est demandé par un sénateur ce matin. C'est demandé par un sénateur républicain ce matin. Absolument, c'est dans l'opinion. Et ce serait une très bonne chose parce qu'à mon avis, ils sont plus indépendants qu'une administration ou une institution de l'État. Geneviève, je vous laisse la parole justement, puisqu'on avait prévu de parler effectivement du début officiel de la campagne pour les législatives, 12 et 19 juin pour aller voter, je le rappelle. Bon, y a-t-il un enthousiasme de l'électeur français par rapport à cette campagne? Pas vraiment. Est-elle atone? Non, elle est assez atone, effectivement. Enfin, elle est atone au niveau national, mais il faut quand même se dire que les législatives, c'est des circonscriptions. Je pense que dans les circonscriptions, elle n'est pas atone en réalité. Les candidats font campagne. Ils sont sur en le terrain, campagne. sur les marchés. Absolument. Sur les marchés, sur les réseaux sociaux, ils sont en campagne. Certains candidats font plus campagne que d'autres. Certains font Moi, plus personnellement, campagne. je vois que la gauche de Mélenchon. Je vois très peu de macronistes et encore moins de candidats de droite. Moi, je vois un petit peu de tout chez moi. Mais bon, après, voilà. Il y a quand même un enjeu fort et qui est loin d'être atteint aujourd'hui pour le président de la République, c'est d'avoir une majorité absolue. Est-ce qu'il l'aura ou pas? Est-ce qu'il le faut? Alors, d'abord, ça c'est une autre question, mais enfin bon... Une majorité de Français aimerait une cohabitation. Oui, avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon, mais est-ce que ça serait franchement une bonne chose? Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la majorité absolue, je veux bien, mais à ce moment-là, il faut une proportionnelle, sinon notre pays est ingérable. On ne peut pas considérer que les Français vont être complètement représentés par Emmanuel Macron, qui a eu une élection certes intéressante, mais quand on voit par rapport au pourcentage de non-votants, ça l'est moins. Et puis je pense que le signal qui a été donné au premier tour avec Marine Le Pen et Zemmour, c'est quand même 65% des Français qui disaient que les questions abordées étaient intéressantes. Elles ont été évacuées instantanément. Donc je me pose la question, je ne fais pas de politique, je voudrais que le pays fonctionne, qu'il n'y ait pas les gens dans la rue, qu'il n'y ait pas des révoltes. Et donc je pense que, oui, qu'il ait une majorité, bien sûr, parce que sinon on retombe dans la 4e République, mais il va falloir faire un peu de proportionnel. Moi, je suis résolument hostile à la proportionnelle. Je pense que voilà, c'est le but d'un mode de scrutin, c'est pas de favoriser. Si je me souviens bien. Il le fera peut-être. Une dose, en tout cas. Ils le prennent tous. Sarkozy aussi, Hollande aussi. Le but d'un mode de scrutin, c'est de permettre de gouverner un pays. C'est pas d'assurer une représentation exacte de chaque composante de la vie politique. Le scrutin uninominal majoritaire qui est le nôtre, les historiens de la science politique vous l'expliquent, c'est un scrutin contre. Quand on le met en place au XVIIIe siècle, c'est contre le retour des monarchistes. Quand on le met en place, c'est contre l'avènement de Boulanger. Quand on le met en place au XXe siècle, c'est contre l'avènement du communisme. Le scrutin uninominal majoritaire qu'on a, c'est pour voter contre. Donc quand on dit oui, on vote contre machin, il n'a pas la majorité, c'est l'essence même de ce scrutin. Donc il faut l'admettre. On n'est pas au bout du bout. Après, moi, je suis pour. Il faut instiller un peu de proportionnel parce que les gens en ont besoin. On va marquer une petite pause et on revient sur ce début de la campagne des législatives. Et puis je vous poserai une question sur les urgences qui sont en danger à l'approche de l'été, les urgences dans les hôpitaux. La question c'est, faut-il faire revenir les non-vaccinés ? Toujours avec Sophie de Menton, Geneviève Götzinger, Michel Taube et Jackie Isabello. On parle donc de ce début de la campagne officielle pour les législatives, 5 semaines après le second tour de la présidentielle. La campagne débute pour plus de 6000 candidats inscrits au premier tour dans 577 circonscriptions. Et on le disait tout à l'heure, on ne sent pas un enthousiasme folichon chez les Français, chez les électeurs. Même si vous, Geneviève, vous nous disiez voir quand même des candidats actifs sur le terrain. Alors quel est le sujet qui mobilise le plus les électeurs lorsqu'ils rencontrent leurs candidats sur les marchés ou ailleurs ? Écoutez, du côté des électeurs macronistes, des candidats macronistes, c'est donner une majorité au président de la République. Vous l'avez élu, maintenant il faut qu'il puisse gouverner. Et puis du côté des oppositions, alors vous avez un enjeu différent quand même. Mélenchon, effectivement la NUPS, Mélenchon a réussi à se positionner aujourd'hui comme l'opposition, en fait, le principal comme opposant. Futur Premier ministre. Comme futur Premier ministre, c'est ça. Donc
Cela dit, ça sera, je pense, compliqué pour lui parce qu'il a une structure d'électorat à la fois jeune et populaire qui est plus naturellement abstentionniste, donc c'est compliqué. Et puis il y a un vrai enjeu pour les Républicains qui est quand même de continuer à exister. Et en existant, en ayant un groupe suffisamment nombreux, d'arriver à imposer au président de la République la nécessité de participer quelque part au pouvoir, d'être partie prenante, pas forcément de la majorité, mais de lui imposer une majorité relative qui permettrait à LR d'être quelque part dans un partage du pouvoir. On parlait tout à l'heure de la proportionnelle. Macron avait dit vouloir la faire, au moins en partie. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement la proportionnelle soit instaurée et une dose de proportionnelle et qu'on ait de nouvelles élections législatives dans le courant de ce quinquennat? Est-ce que ça paraît totalement extravagant? Non, ça serait totalement impossible parce qu'il faudrait pour se faire dissoudre. Toutefois, le dossier peut être ouvert et ça fait partie des propositions d'Emmanuel Macron, mais aussi et peut-être surtout des demandes de François Bayrou lorsqu'il a accordé son soutien à Emmanuel Macron. C'est un grand dossier qui est porté depuis longtemps par François Bayrou, mais cette élection, elle a été vidée par les deux Corréziens. Notre ami Jacques Chirac a donc fait voter ce qu'on appelle la concordance des temps, c'est-à-dire élection présidentielle et élection avec un S législative au même moment. Et le deuxième corrézien, donc François Hollande, lui, a fait le non-cumul des mandats. Ce qui veut dire qu'auparavant, les élus locaux, quand même, s'ils avaient une fonction nationale, ils étaient le lien entre le pouvoir central et le territoire, faire remonter tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, et je ne les insulte pas quand je dis ça, parce que ce sont eux qui le disent, ils sont devenus des godillots d'un pouvoir central gouvernemental parce que leurs deux sorts sont liés. Et aujourd'hui, eh bien, l'électeur se dit si jamais je vote majoritairement Mélenchon, ça va être la cata, ça va être la désorganisation totale. Parce qu'effectivement, si on a un président macroniste et puis un gouvernement qui est soit le péniste, soit NUPS France Insoumise, ça ne fonctionnera pas. Sans imaginer la cohabitation. Qu'est-ce que ça change au fond que Macron est une petite majorité ou une grande majorité? Est-ce que ça change quelque chose, Sophie? Justement, je pense que ça change rien. Parce que les gens, de toute façon, ont leurs opinions, sont contents, pas contents, les problèmes sont multiples. En revanche, ce que je ne sais pas, mais peut-être que Jackie le sait, imaginons qu'il décide de faire, après les élections, quand même, il a bien vu ce qui s'était passé dans la présidentielle, qu'il décide de faire une petite dose de proportionnelle. Juridiquement et constitutionnellement, comment est-ce qu'on peut faire une petite dose de proportionnelle qui serait admis, entre guillemets, à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pas un rêve absolu? Comment on fait? Vous avez une partie des élus par circonscription et vous avez une autre partie par une liste nationale. Voilà, ça a déjà existé. Oui, mais est-ce que ce serait faisable, Sophie, vous demandez maintenant? Mais tout de suite, là, maintenant. Non, ça serait pour la prochaine fois. Oui, pour la prochaine fois. Donc on a quoi? On a 5 ans encore Sauf si vous avez une dissolution. Sauf à le faire admettre. Après, on peut faire... Et effectivement, ce qu'a dit Geneviève, tout est envisageable. Le panachage est totalement envisageable, comme ça se fait aujourd'hui, par exemple, pour les sénatoriales. Mais comment j'ai pas compris le panachage. Il y a une partie des départements, par exemple les départements les plus dotés en députés, qui conservent le scrutin nominal majoritaire. Sophie de Menton au deuxième tour, elle a eu 12,5% des inscrits, elle passe au deuxième tour et elle a un ou deux autres adversaires dès lors qu'ils ont dépassé les 12,5% des inscrits. Et puis après, à côté, on fait un modèle panachage qui soit un petit modèle proportionnel, départemental, par exemple. Tout est envisageable. Donc on peut le faire là Non, ça ne sera pas possible. Mais par exemple, les sénatoriales aujourd'hui sont comme ça. On a deux modes de scrutin qui coexistent. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est même plus la peine d'en parler avant 5 ans, sauf dissolution. Sauf si crise institutionnelle et donc dissolution. Et là, mais donc il y a quand même réagir à ce que vous avez dit sur une petite majorité, une grosse majorité, c'est finalement la même chose. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que là, on est dans le dernier mandat d'Emmanuel Macron et je pense que sa majorité sera plus difficile à tenir que dans les 5 ans qui viennent. Elle sera plus dissipée. Oui, bien sûr. Forcément, puisqu'il ne se représente pas et que chacun va déjà avoir. Il va y avoir un la Constitution ne lui permet pas de se représenter. Donc tout le monde va déjà avoir à l'esprit la future élection présidentielle. J'ai une question et à le vous poser. groupe parlementaire majoritaire sera très difficile à tenir. Emmanuel Macron n'a pas l'air de vouloir tellement s'intéresser à cette campagne des législatives. On le voit assez peu.
Ça, je dois dire, on le voit nulle part. Enfin, il téléphone à Poutine toute la journée, c'est tout, mais c'est déjà bien. Il a fait très peu campagne lors de la présidentielle. Il se planque. Alors, rappelons quand même que, de manière institutionnelle, c'est le chef du gouvernement qui est chargé de mener les élections parce que il est chef de la majorité. C'est-à-dire qu'il est le seul à pouvoir aller à l'Assemblée nationale pour dire les copains et les copines, voilà ce que je vous propose. Donc c'est à lui de faire là. Donc c'est Elisabeth Borne. Mais déjà qu'il n'a pas fait campagne pour la présidentielle, Macron, oui, mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que ce sera le mot de la fin, Sophie. C'est très impressionnant. Ben oui. Je voudrais dire qu'on a quand même une crise internationale gigantesque et qu'il est président de l'Europe et que c'est vrai que franchement, pour un seul homme actuellement, la crise économique, les difficultés françaises, la sécurité, l'Europe et la guerre en Ukraine, c'est beaucoup, même pour un seul homme comme Macron. Et ben voilà pour le mot de la fin. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous pour débattre ce matin. Dans quelques minutes après le journal de midi, ce sera Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio.